Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo du coup où je vais vous présenter un petit peu le matos vidéo que j'utilise. On va voir un petit peu tout ce que j'ai dans mes sacs. Il y a beaucoup de matos, je tiens à vous prévenir, donc la vidéo va peut-être être un peu longue, c'est sûr même. Et puis, vous allez peut-être voir beaucoup de matos cher. Je précise, je n'ai pas acheté tout ce matériel, je suis avec ma copine, on en a acheté 50-50, voire même elle en a acheté plus que moi je pense. Elle a mis toutes ses économies dedans. Et voilà pourquoi il y a énormément de matos, parce qu'on est deux. C'était juste le petit disclaimer. Donc on va pouvoir commencer tranquillement. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo. Là, tu prends 2 minutes, vraiment, même pas 2 minutes, genre 1 seconde pour cliquer sur like, tu remets en plein écran et c'est fini. Moi, ça m'aide énormément parce qu'il faut savoir que ces vidéos où je parle de vidéos, justement, c'est beaucoup moins vu que les vidéos de street. Ça arrive, les gars, le street, 30 secondes, vraiment, laissez-moi le temps. Et on va y aller sur le street, on va y aller, mais je pense que je veux juste faire ce petit chapitre pour vous expliquer et vous parler un petit peu de vidéo. Quoi de mieux que vous présenter un peu de matos que j'utilise, comme ça, on arrêtera de me poser la question. Avant aussi d'aller plus loin, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Premier truc à vous dire, c'est que si vous avez des questions, et ben venez en DM, ou alors vous les mettez en commentaire, mais vous pouvez aussi venir en DM, je mords pas, je réponds à tout le monde. J'ai déjà conseillé pas mal de personnes en termes de caméra, que ce soit aussi en termes de street. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez une question, je vous répondrai, que ce soit aussi en termes de blessures. Deuxième chose, je suis toujours chez MyProtein, donc voilà, je vous place ici, ça vient de chez MyProtein. Vous le voyez pas puisque j'ai le micro qui est posé juste sur le logo, mais voilà. Code Clément B, il s'affiche juste à côté de moi. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez, vous avez 43% actuellement sur le site, je crois, avec mon code. En tout cas, c'est aux alentours des 40%, 41, 42, 43 par là. Merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas à poser un commentaire, à vous abonner, comme ça vous êtes au courant de tout ce que je vais vous montrer, parce que vraiment on va aller chercher beaucoup de choses en 2025, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il n'y a pas eu de vidéo mercredi parce que j'ai déjà tourné cette vidéo là par terre en mode nul, sans explication, pour essayer de faire une vidéo qui dure pas plus de 20 minutes. En vrai je m'en fous, pour ceux qui sont là, vous avez les timecodes en dessous de la vidéo pour aller à l'endroit qui vous intéresse. Donc comme ça vous pouvez cliquer dessus, tout le monde sera content, c'est parfait. Je vais détailler un petit peu chaque truc, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails non plus, hein. C'est pas le but, c'est pas de faire une vidéo qui va durer 4 heures sur l'histoire de chaque produit que je vous montre. Et puis dernièrement, vous avez toujours dans la description mes programmes planches, mes programmes biomécaniques et mes programmes pour les blessures et la mobilité qui sont carrément à des prix abordables. Genre toi qui regardes cette vidéo, tu peux acheter ces programmes. Et clairement, ils vont faire une grosse différence. Parce que oui, je vais bientôt refaire une vidéo pour vous expliquer la protraction. J'en ai marre de voir n'importe quoi sur internet à propos de la protraction. Vraiment, chaque vidéo que je lance, c'est toujours des clowns qui racontent n'importe quoi. Et à chaque fois qu'ils lancent un mot, ils lancent des noms de muscles au hasard. Et puis ils sont contents. Bref, ça c'était la petite aparté concernant le street. On va voir tout de suite ce que j'ai. Et puis vous posez peut-être la question avant de commencer avec le premier truc. Avec quoi je filme actuellement cette vidéo? Eh bien je filme avec une DJI Osmo Pocket 3. Je vous mets des images actuellement de à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'il y a une petite caméra en haut. Donc c'est un peu la caméra qui est que beaucoup d'influenceurs et vlogueurs ont. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne raison pour ça. Elle est trop bien. Elle est compacte. Il y a une nacelle motorisée, donc du coup qui stabilise l'image, qui vous permet vraiment de faire des trucs de ouf. Alors là je le fais pas parce que je suis sur un plan fixe, mais vous pouvez par exemple double-cliquer sur votre tête sur l'écran qui est tactile, et puis la caméra va vous traquer avec le moteur. C'est-à-dire que si je me décale à gauche, la caméra va me suivre à gauche. Là en l'occurrence elle le fait pas parce que je le veux pas, mais vraiment il y a plein de fonctionnalités. C'est une caméra qui est absolument incroyable. Je vais parler de prix aussi dans cette vidéo. Je vais vous mettre les prix qui s'affichent à côté de moi. Je sais pas où je les mettrai, mais voilà, vous allez avoir les prix de chaque chose dont je parle. Vous allez avoir les liens dans la description si ça vous intéresse. Je vous mettrai les prix neufs. Je n'ai pas tout acheté neuf, j'ai acheté une partie d'occasion, mais voilà, je vous mets les prix neufs de chaque produit à l'heure actuelle. Vous avez les liens en description et je vais aussi vous citer les prix. C'est les prix dont je me souviens. Fiez-vous en priorité au prix que je vous affiche sur la vidéo. Ça va être celui-là le plus précis. Des fois je peux me tromper ou oublier certaines choses. Donc voilà, DJI Osmo Pocket 3 qui va avec le micro DJI Mic 2. Les deux fonctionnent ensemble très bien. C'est pour ça que vous m'entendez actuellement extrêmement bien. En fait, je vous referai des vidéos et je vous reparlerai un petit peu de cette Osmo Pocket 3. Et let's go, on va commencer cette vidéo enfin après un peu de blabla. Désolé pour ça, mais c'est parti. Premier objet, mon sac. Évidemment, vous vous doutez que ce sac de vidéo qui est extrêmement lourd, là je le porte pour faire genre mais c'est très lourd, c'est indispensable. Quand on voyage, on a vraiment besoin de ce sac. Donc sans plus attendre, c'est un Ulanzi BP10. Il existe le BP9 qui est un peu plus petit, que j'ai hésité à prendre, mais voilà. BP10, 25 litres, possibilité d'extension en 35 litres. Je crois que c'est ça la différence avec le BP10 et BP9. Vous avez une petite fermeture ici, vous tournez tout autour, vous l'agrandissez, vous avez un 35 litres, vous pouvez mettre vos affaires, vos vêtements, tout ce que vous voulez, des trucs en plus, c'est cool. Donc ce sac vidéo, vraiment, je crois que je l'ai payé 135 €, mais il doit valoir actuellement 170 €. J'ai dû l'avoir en promo avec un code ou quelque chose. Pour le prix, je vous le dis, c'est le meilleur sac que j'ai jamais eu. C'est hyper confortable, il y a des poches de partout, les rangements sont cool, parfait pour les vidéos, objectifs et tout. Il y a des sacs à 400 € qui ne font pas ce que ce sac fait. Il est étanche. Je me suis tapé une méga averse quand j'étais en Suisse pour la Stenos avec ce sac, avec tout le matériel dedans. Bah franchement, j'étais bien content d'avoir pris le 10 parce qu'il est étanche sans rajouter de trucs par-dessus. Voilà, vous avez les petites pochettes et tout, enfin on le sent pas sur le dos. C'est un pur plaisir. Donc Ulanzi BP10, je le conseille de ouf. Et puis bah voilà, sans plus attendre, un sac vidéo, ça se couche comme ça. Et puis pour l'ouvrir, il y a une fermeture ici
qui fait tout le tour. La fermeture elle glisse toute seule, hein, c'est ultra quali, genre vraiment c'est parfait. Et ça s'ouvre comme ça, là, comme un clapet de téléphone de 2012. Évidemment, il y a tout le matériel, c'est en vrac, ça sert à rien que vous voyez dedans, vraiment, j'ai tout posé dedans comme je le fais tout le temps. C'est juste mon rangement, mais je vais vous sortir produit par produit ce qu'il y a, en commençant par ce que j'ai pas mis dedans, je l'ai mis de côté juste pour passer rapidement dessus. Et pour pas oublier, je vais commencer rapidement avec les ordinateurs. Alors moi j'ai un MacBook Air M1, évidemment je ne fais pas tout mon travail sur le MacBook Air M1, ça ferait pas du tout le taf. J'ai un gros PC fixe derrière, bien puissant, mais du coup quand je bouge d'ici, quand je pars chez mes parents, quand je suis en prestation, quand j'ai besoin de bouger en gros tout simplement et que j'ai plus accès au PC fixe, ça fait largement le taf pour checker un petit peu les documents, les mails, etc. Ça me va largement, et même faire un tout petit peu de montage si c'est juste des réels et des trucs pas trop gourmands, bah en vrai il marche de ouf. C'était l'ancien PC de Danae qui avait ça pendant ses études. Aujourd'hui elle s'est racheté un autre PC qu'on va voir juste maintenant, je vous mets le prix en bas, je sais plus combien il coûte celui-là, je crois qu'on l'avait acheté 1000 mais maintenant il y a le M2 qui est sorti, j'ai pas grand chose à dire de plus, ça marche très bien avec AirDrop et tout sur mon iPhone. Le PC de Danae, donc là je vous le présente parce que c'est notre matériel et qui fait partie intégrante de la collection entre guillemets, mais voilà c'est le PC de Danae. On est sur le Samsung Galaxy Book 4 Ultra, donc c'est un PC qui coûte quand même 3500 €, donc c'est pas rien, ça coûte très cher. Qu'est-ce qui fait que ça coûte 3500 €? Les perfs, mais surtout le grand écran 16 pouces OLED. Alors là pour la vidéo c'est incroyable, étalonné et tout. C'est un PC pour les créateurs, clairement il est trop bien. Alors moi des fois je trouve qu'il rame un peu parce que forcément je suis exigeant, je suis habitué à ça, donc il fait le taf et on est bien content d'avoir un PC bien puissant quand on part de temps en temps. Par exemple là on va bientôt partir en Belgique à Barbenders pour filmer, on va être content d'avoir un PC suffisamment puissant pour traiter les vidéos directement le soir même. Donc ça vraiment trop bien, voilà à peu près les deux PC. Je vous présente pas mon PC fixe derrière, je vous présenterai peut-être un petit peu plus tard, on s'en fout, c'est pas le sujet. Là c'est un What's in my bag, je vous montre un petit peu le matériel vidéo. Alors on va pouvoir commencer à attaquer directement avec les caméras. On va commencer avec les caméras principales, ensuite on passera par les objectifs, on regardera un petit peu les accessoires, les plus petites caméras, tout ça. On finira par les petites pochettes de devant, les petits accessoires un peu nuls, et on finira avec mon deuxième sac qui lui est dédié au drone. Alors je suis un grand passionné de drone maintenant, genre vraiment c'est incroyable, ça me passionne de ouf. Je passe, j'allais dire ma vie à regarder des vidéos, j'aimerais bien, j'ai pas le temps, mais franchement je pourrais passer ma vie à regarder des vidéos de drones FPV et tout, et de me renseigner à comment on les construit, comment on les monte et tout, parce que c'est des drones qu'on monte soi-même, en FPV en tout cas. Donc bref, je vous en parle tout à l'heure, vous allez voir c'est super intéressant, je vais vous illustrer tout ça avec quelques images et tout, ça va être très sympa. Je commence avec ma caméra, donc ma caméra principale. Je sais, il y a beaucoup de gens dans le monde du street et dans le monde de la vidéo qui veulent cette cam. Pas de chance les gars, je l'ai eu avant vous. Non, en vrai, blague à part, je rigole, je suis pas arrogant à ce point-là, mais il s'agit du coup de la Sony FX3. Effectivement, voilà, c'est une caméra qui n'est même plus à présenter pour la plupart. Pourquoi cette caméra est connue? Deux raisons. La première, elle a tourné un film hollywoodien, The Creator. Alors, avant de me prendre la risée du monde en disant oui, tu penses avoir une caméra de cinéma de Hollywood, évidemment que ce n'est pas une caméra qui est faite pour tourner un film hollywoodien. Vous vous doutez bien qu'il tourne avec des caméras qui valent 85 000 €, et cette caméra-là ne vaut pas 85 000 €, cette caméra vaut plutôt 4 500 €. Alors c'est très cher, 4 500 €, j'avoue, 4 500 € la cam, sans objectif, sans rien, ça pique, mais voilà, comme je vous ai dit, dans le cinéma, ils n'hésitent pas à mettre 85 000 € dans une cam, ça, c'est pas du tout un problème. Pourquoi elle a été choisie? J'en sais rien, est-ce que c'est un coup marketing? N'empêche que, si elle peut faire des images dignes d'un film d'Hollywood et que personne n'a rien cramé au cinéma, et en plus c'est un gros blockbuster quand même, je crois, je pense que moi, je peux me débrouiller pour faire des images quand même. Si je suis pas trop bête, j'arriverai à faire des images. Pourquoi elle coûte si cher cette caméra? C'est un capteur plein format. Alors vous le voyez peut-être ici, le capteur, voilà. Capteur plein format, forcément c'est ce qu'il y a de mieux et aussi de plus cher aussi avec les objectifs derrière. Les points forts de cette caméra, pour moi il y en a deux. La dynamic range, alors faut que je vous explique ce que c'est la dynamic range, c'est la capacité de la caméra à voir dans les zones très sombres et les zones très claires en même temps. Et je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans la forêt, forcément il y a plein d'arbres, c'est logique, vous êtes dans une forêt. Et sous les arbres, du coup dans la forêt, il fait relativement sombre. Il y a beaucoup d'ombre, les arbres sont très denses, vous voyez rien. Mais si vous levez la tête, vous pouvez apercevoir des bouts de ciel à travers les branches et à travers le feuillage. Ces bouts de ciel, eux, sont très clairs. Il y a le soleil qui tape, franchement c'est hyper clair. Vous êtes un peu comme ça à froncer les yeux, à regarder en haut, parce que c'est super clair en haut et super foncé en bas. Une caméra avec une dynamic range énorme pourra à la fois sur la même vidéo voir des détails dans le ciel et des détails dans la forêt. Ça, c'est le mieux. Évidemment que par exemple, si vous prenez un petit capteur, donc un iPhone par exemple, vous allez devoir faire un choix. Soit vous allez avoir des détails dans la forêt, vous allez voir tout ce qui se passe, le bois, les branches, etc. Par contre, votre ciel sera tout blanc, tout fumé, tout cramé, il n'y aura rien du tout, aucun détail. Ou alors, vous allez choisir de faire l'exposition sur le ciel, mais alors par contre, dans la forêt, ça sera tout noir, vous allez rien voir. Cette caméra, du coup, elle est excellente sur cette dynamic range. C'est-à-dire que je peux me permettre avec cette caméra de faire à la fois l'exposition
position sur le ciel et dans la forêt qui est très sombre. Alors ça peut paraître un peu bête comme ça, hein, vraiment de vous dire ouais c'est dans des cas très précis. En réalité non, ça arrive tous les jours. Sur un coucher de soleil, vous allez avoir le soleil qui est quand même très lumineux avec des zones qui sont vraiment complètement dans l'ombre, qu'on voit à peine. Ça a une importance majeure et c'est aussi ce qui coûte très très cher sur les caméras ciné de nos jours, c'est la dynamic range. Donc cette caméra a 15 stops de dynamic range voire plus, ce qui est incroyable. Donc ça c'est la première raison, je me suis un peu emballé sur les trucs techniques, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu son prix. Et puis la basse lumière. Les capacités de cette caméra en basse lumière, c'est du jamais vu. Elle est top 1 sur le marché. C'est pas pour rien, cette caméra-là, elle n'est pas connue que pour avoir fait un film, elle est aussi extrêmement connue dans le monde de la vidéo. Elle date de 2021, je crois qu'elle est sortie en 2021, et pourtant sur les classements, elle pulvérise encore les caméras qui sortent aujourd'hui. Sur les podiums, les reviews de vidéos YouTube, vous la verrez souvent sur le podium parce que elle est incroyable. Elle est franchement, elle concurrence largement un R5 Mark II aujourd'hui. Sur certains points, forcément le R5 II va être meilleur, mais c'est une excellente caméra. Donc voilà, ça coûte très cher, 120 fps 4K, là vous vous dites sûrement oui mais mon téléphone aussi il fait 120 fps 4K. On est sur un grand capteur, hein, c'est pas la même chose. Et puis évidemment, sans rentrer dans les détails, on verra ça tout à l'heure, elle a d'autres capacités assez incroyables. Franchement, cette caméra-là est insane. Donc trop bien et trop fier de posséder cette caméra, vraiment. C'est beaucoup d'argent, comme je le disais, mais ça vaut vraiment le coup. Puisque ma deuxième caméra, du coup, donc ma caméra, ma seconde caméra, on va dire, c'est un Sony A7 IV. Bon, pour ceux qui l'ont pas compris, je suis chez Sony. Sony A7 IV, c'est une caméra qui vaut 2400 €, si je dis pas de bêtises. Et on est plus sur un mix appareil photo vidéo. Le but ici, c'est les compromis et la polyvalence. Le but de la FX3, c'est clairement orienté vidéo. C'est marqué Cinema Line au-dessus. Là, on est vraiment sur un côté photo vidéo. D'ailleurs, on peut le voir sur l'A7 IV, vous avez un viseur pour faire, pour prendre en photo avec pas mal de soleil et tout. Vous n'en avez pas sur la FX3, on s'en fout, c'est pas là pour ça. Vous avez 12 mégapixels sur la FX3, vous en avez 33 sur la 7 IV. Alors les mégapixels, pour ceux qui ne savent pas, je sais que c'est souvent un argument marketing au niveau des téléphones, ne vous faites pas avoir. C'est surtout utile en photo. En vidéo, en vrai, on s'en fout un peu. Donc voilà, en photo, mégapixels, effectivement, ça va juste permettre de zoomer dans l'image et d'avoir toujours une image qui reste plutôt clean. Mais en vidéo, ça n'a pas trop d'importance. 33 mégapixels du coup, en photo, incroyable. C'est ma caméra que j'utilise principalement en photo. Et en prestation, du coup, elle est très utile aussi pour vous filmer, vous les athlètes, généralement quand je vous filme en street, les réels. Donc on a celle-là qui filme pour YouTube et celle-là qui filme en format vertical. Que dire sur celle-là? Forcément, elle est moins spécifique en vidéo, elle a un peu moins de dynamic range, elle a pas de 120 fps 4K, elle a un 60 fps 4K avec un petit zoom dans l'image qui du coup est un petit peu moins ouf que la FX3, mais globalement ça reste un monstre, hein. Il y a quand même des gens qui font des très belles prestats vidéo avec. Je vous la compare juste à la FX3, forcément elle est moins bonne en vidéo, mais elle reste quand même absolument incroyable. Vous pouvez tout faire avec. Vraiment, faut arrêter un moment. Si vous êtes bon, vous pouvez tout faire avec. Elle est insane, elle est incroyable. Voilà. Donc, polyvalence photo vidéo, 2400 €, moins dynamic range, c'est un capteur aussi full frame, donc plein format. La taille des capteurs joue beaucoup, hein. Vraiment, vous ne pouvez pas avoir. La taille des capteurs, c'est super important. Je vais faire un petit parallèle quand même sur vos téléphones. Les gens disent ah mais les téléphones se rapprochent de plus en plus de qualité, de vraies caméras. Non, c'est physique. Vous avez un petit capteur, vous pouvez avoir 120 millions de mégapixels, vous n'aurez pas les mêmes qualités qu'un grand capteur à 12 mégapixels. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Plus votre capteur va être grand, plus vous allez avoir ce flou d'arrière-plan qui va se faire, plus vous allez avoir vraiment une qualité sur grand écran qui sera inégalable, plus vous allez avoir une capacité à filmer en basse lumière qui sera inégalable. Et depuis tout à l'heure aussi, je parle de basse lumière. En fait, il faut savoir que le pire ennemi des caméras, peu importe lesquelles, même à 80 000 €, c'est le manque de lumière. Une caméra, pour exploiter son plein potentiel, vous avez besoin de lumière. Je le dis parce que je reçois des messages de gens qui ont acheté leur première caméra et qui me disent ouais, je suis pas content, regarde ce que ça donne, le rendu est pas fou. Bah oui, t'es dans le noir, t'as ta télé qui est allumée. Forcément que la qualité, elle est pas folle. C'est obligatoire. Il faut beaucoup de lumière en quantité. Il faut aussi qu'elle soit de qualité. On en reparlera plus tard de la lumière, mais il y a différentes qualités. Un soleil à midi qui tape tout en haut, c'est dégueulasse, hein, ça sert à rien. Il y a beaucoup de lumière, mais c'est moche. Mais voilà, lumière, très important pour toutes les caméras, sans exception. Celle-là, effectivement, elle est extrêmement puissante puisque c'est sûrement la plus puissante en basse lumière qui existe. Vous l'avez vu sur des vlogs d'ailleurs, je pense à ça, mais je vous ai déjà fait des exemples de dans la vraie vie, je vois moins que sur la cam. Vraiment, il fait nuit presque et avec ça, j'arrive à tirer une qualité incroyable et vraiment exceptionnelle. On va passer maintenant aux objectifs. Donc je vous ai présenté mes deux caméras principales. Effectivement, j'utilise beaucoup plus la FX3 maintenant. Les objectifs, je vous les présente un petit peu et puis on voit ce qu'il en est. Et le premier que je vais sortir, c'est le 16-28 mm f2.8 de chez Sigma de la gamme Contemporary. C'est tout simplement l'objectif qui est attaché à ma caméra 99% du temps. J'exagère peut-être un peu, mais
en gros c'est ça, c'est l'objectif qui me permet de vlog. Pour ceux qui y connaissent rien, 16 mm, 28 mm, plus le chiffre est petit, donc plus vous vous approchez de 10, 12, 14, 16, plus c'est grand angle comme l'iPhone, plus vous arrivez vers du 70, 100, 150, 200 mm, plus vous allez être très zoomé, vous allez devoir vous reculer énormément et vous allez voir très loin. Donc voilà, 16, 28 mm, quelque chose de très grand angle. Pour le vlog, je suis pas très loin, je suis à un bras de distance, donc j'ai besoin de quelque chose d'assez large. Et franchement, ça fait le taf de ouf. La qualité est incroyable en termes de lumière, f2.8 constant sur un zoom, c'est vraiment insane. Ouais, j'ai rien à dire. Franchement, il est trop bien et je crois qu'il est à peu près à 900 ou 950 € cet objectif. C'est pas la gamme Art non plus parce que je voulais un truc compact. Pour le vlog, faut pas que ce soit trop lourd, sinon c'est vite chiant. Et c'est parfait, je fais aussi mes images cinématiques avec... Enfin, 16-28, c'est vraiment mon objectif coup de cœur. J'utilise quasi que celui-là. Et celui que j'utilise aussi beaucoup, ça va être le Sony 35 mm f1.8. Alors oui, par rapport à des grosses caméras à 4500 €, ça vaut que 500 €. Et généralement, pour ceux qui savent pas, on conseille d'investir autant, voire plus sur les objectifs par rapport à la caméra. Mais la qualité est absolument incroyable. Alors il y a de l'aberration chromatique, il y a pas mal de choses. Autant, en vrai, les photos, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus en vidéo, donc l'aberration chromatique, elle me gêne pas tant que ça. Mais voilà, f1.8, la qualité est clairement honnête. Je filme quasiment toutes les compétitions avec le 35 mm 1.8. Ça vous fait un bokeh, un flou d'arrière-plan qui est vraiment insane. L'autofocus est vraiment bon, c'est du Sony, c'est cool. Et ça coûte 499, 500 € par là, je crois que je l'ai acheté. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, il est top. Franchement, il est vraiment très cool. Ensuite, je vais vous sortir un monstre, ça va être un 70-200. Donc là, on est vraiment sur un téléobjectif, quelque chose qui va zoomer vraiment loin. Je l'ai acheté pour une prestation que j'avais à faire en polo. Et forcément, les chevaux sont assez loin, on se tient vraiment à une bonne distance, donc fallait quelque chose qui puisse zoomer. 70-200, franchement, trop bien. Donc c'est un Sigma de la gamme Sport, f2.8 constant. Il y a tout sur cet objectif, je vous jure. Alors il est relativement nouveau, hein. Je crois qu'il a moins d'1 an ou il a 1 an max. Il y a tout. Il y a le switch autofocus, vous avez des stabilisations optiques, la bague de mise au point, vous avez plein de boutons et tout. J'ai pas grand chose à dire de plus, il est incroyable. Il coûte 1700 €, ce qui n'est pas très cher pour un 70-200 pour être tout à fait honnête. Ouais, j'ai rien à dire. Franchement top. Trop bien. Et il est assez compact en plus. Quand vous zoomez, en plus c'est un zoom interne. Des fois quand vous zoomez sur certains objectifs, l'objectif il grandit en fait, il s'allonge. Là il s'allonge pas et c'est un gros point fort. Donc trop bien. Cet objectif il est incroyable. Et là vous vous attendez peut-être à ce que je vous sorte un objectif genre un 24-70, un 50 mm. Alors j'ai déjà eu un 50 mm, je l'ai vendu, pour être tout à fait honnête, je n'utilise pas tant que ça le 50 mm. 24-70, je n'en ressens pas le besoin. Alors pour ceux qui sont perdus, 24-70 en fait c'est un objectif que la plupart des gens prennent. C'est l'objectif le plus commun, c'est ce que tout le monde conseille à tout le monde parce que voilà c'est classique, hein, c'est 24-70, tu sais pas quoi prendre, 24-70. Si vous savez pas quoi prendre, 24-70. Mais moi personnellement j'en ressens pas le besoin. Moi je suis beaucoup plus à l'aise et j'adore les grands angles, ce 16-28 mm sur des pleins formats, c'est incroyable. J'ai même envie de me prendre un 10 mm, donc là on est vraiment presque fisheye. Hein. C'est extrêmement grand angle 10 mm, mais pour les vlogs c'est absolument incroyable, ça me permet d'être comme ça, genre vraiment avec la cam très proche et pourtant d'avoir 3-4 personnes à côté de moi et qui soient visibles. Donc ça c'est vraiment insane, j'ai vraiment hâte de prendre ça. Donc non, je n'ai pas de 24-70, j'ai le 70-200, le 35, le 16-28, ça me suffit amplement, je n'ai pas besoin de plus. Et donc l'objectif que j'ai en plus, c'est un 35 mm. Encore, j'ai deux 35 mm. Vous allez me dire à quoi ça sert. Alors, c'est un 35 mm anamorphique. Celui-là, c'est un 35 mm sphérique. Objectif photo, objectif vidéo. Oui, il existe des objectifs photo et des objectifs vidéo. La plupart des gens shootent avec des objectifs photo, même en vidéo. La plupart des gens ont des objectifs photo. Ça, c'est vraiment un objectif qui est dédié à la vidéo. La plupart des films, des séries Netflix que vous voyez sont shootés sur des objectifs vidéo et souvent sur des objectifs anamorphiques. Quelle est la différence? C'est quoi la différence entre un objectif comme ça et un objectif anamorphique comme celui-là? Celui-là, la lentille en verre, pour faire simple, elle est ronde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le clips sur ta caméra, tu prends ta photo ou ta vidéo, tu la regardes, elle est nickel, c'est cool, c'est clean, il n'y a pas d'imperfection, tout est clinique, c'est top. Tu postes ta vidéo, t'es content. Là-dessus, l'objectif, la lentille, elle est ovale, vraiment. Je sais pas si je pourrais vous le montrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez la clipser, la lentille, sur votre appareil, vous allez prendre votre vidéo, elle va être complètement allongée vers le haut, comme vous le voyez actuellement. Ça va vraiment avoir cet effet un peu bizarre. Et donc en post-production, vous allez devoir remettre l'image normale en la rabaissant. Ça fait quoi? Ça fait en fait que du coup, vous allez... Alors là, du coup, ça vous le fait pas à vous, mais je vous les rajoute en post-production pour que vous compreniez. Ça fait que naturellement, vous allez avoir les deux bandes noires cinématiques en haut et en bas qui sont tant recherchées par les vidéastes. La plupart des gens shootent avec ça et ajoutent ces bandes noires en post-production en rajoutant des bandes noires fake. Là, ça vous fait vraiment des bandes noires et en plus de vous faire des bandes noires, ça vous élargit aussi sur les côtés votre champ de vision. C'est-à-dire que ça va vraiment prendre une image qui va être plus sur la longueur. Donc ça, c'est un objectif anamorphique. Ça a vraiment d'autres avantages que ça. Par exemple, les fameuses boules de bokeh que vous voyez sur beaucoup de photos. Vous savez, les petites boules de bokeh un peu rondes et tout
très joli qu'on peut voir sur les objectifs sphériques. Sur les objectifs anamorphiques et dans les films que vous regardez, ça va être ovale. Donc c'est très caractéristique de l'anamorphique. Il y a vraiment tout ce côté... En fait, si vous voulez un objectif sphérique, son but, c'est la photo, principalement. Et du coup, son but ultime, c'est d'être clean. Pas d'aberration chromatique, donc pas d'espèce de petites franges chromatiques, pas de vignettage comme vous pouvez voir actuellement, pas de déformation dans les coins, il n'y a pas de reflet du soleil, on appelle ça des flares. Ça, vous oubliez avec ça, le but c'est que ce soit propre. Avec ça, justement, on recherche ce charme de l'image. On veut que ça ait un certain charme, que ça ait une certaine âme au niveau de l'image, et donc forcément, un objectif anamorphique, c'est très bizarre, mais on attend de lui qu'il ait des imperfections. On attend de lui qu'il ait des aberrations chromatiques. On attend de lui qu'il ait des déformations. Et justement, c'est très bizarre, mais j'ai déjà parlé avec des gens qui ont acheté des objectifs anamorphiques en disant il est trop parfait. Dans les objectifs anamorphiques, on parle comme ça, c'est trop parfait. On attend un objectif qui est un peu crade, qui a un certain charme, qui donne quelque chose à l'image. Vous avez aussi ce genre de flair que je vous montre actuellement à l'écran. Cette vidéo là que j'ai fait justement avec ce genre de flair en trait bleu qui traverse l'écran, c'est typique de l'anamorphique. Si vous faites un petit peu attention au film, dès que vous voyez une espèce de gros lampadaire par exemple, vous allez avoir ce truc anamorphique très souvent. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de shooter sur l'anamorphique, mais voilà, très souvent sur les trucs genre Transformers et tout, vous allez avoir ce genre de flair anamorphique. Donc très cool. Le seul problème, c'est que pourquoi je joue pas tout le temps sur un objectif anamorphique, c'est si incroyable, il n'y a pas d'autofocus. C'est à vous de tourner les bagues manuellement pour faire le focus, pour que votre image soit nette. Sinon, elle est complètement floue. Et bah ça, c'est vraiment pas pratique et du coup, je l'utilise que dans certains cas précis. Mais vraiment, j'adore cet objectif et on va y revenir juste après. Voilà pour mes objectifs. Pour l'instant, j'en ai que 4. Oui, je finirai par investir quoi qu'il arrive dans un 24-70, mais moi, ils me conviennent. Franchement, je n'ai pas besoin de plus et aujourd'hui, je vous sors des images de ouf avec. Je vous le dis, c'est incroyable. Je suis trop content de mon anamorphique. J'utilise celui-là principalement la majeure partie du temps et ça se passe très bien. On va enchaîner avec quelques accessoires. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un trépied. En vrai, on s'en fout, hein. C'est un Manfrotto. Je le conseille même pas. Il doit avoir 10-15 €. Voilà, c'est nul. C'est ce que j'utilise pour vlog pourtant, mais en fait, ouais. Micro, en vrai, j'ai pas grand chose à vous dire dessus puisqu'il a rien d'exceptionnel. C'est un Rode VideoMic NTG. Je crois qu'il est aux alentours des 250 à 300 €. Je vous mets le prix encore une fois de toute façon. C'est un micro, quoi. Il est unidirectionnel. Si je le mets dans ce sens-là, on m'entend très bien. Si je le mets dans ce sens-là, on m'entend quasiment plus. C'est pour ça que quand je tourne la caméra en vlog, bah, on entend beaucoup moins bien. C'est parce que c'est un micro qui capte dans une seule direction. Vous avez plein de petits paramètres de fonctionnalité, double enregistrement avec un certain volume, enfin avec un volume différent pour pouvoir récupérer les enregistrements qui saturent un peu. Vous avez des filtres passe-bas, tout ça. Enfin, un peu le classique. Mais franchement, ouais, la qualité du son, c'est un peu, je dirais pas que c'est le haut de gamme, mais ça reste quand même plutôt très bien chez Rode pour un micro de vlog, quoi. Et je veux dire, il est vraiment top. Donc je le recommande énormément. Il est trop bien. Ensuite, évidemment, j'ai des batteries d'appareils photo, tout ça, je vais pas vous le montrer, on s'en fout. Voilà, j'ai des cartes électroniques pour les drones, je sais pas ce que ça fout là. J'ai un petit panneau LED classique pour éclairer, voilà, c'est toujours très utile. Si jamais il veut bien s'allumer, ça serait top. Panneau LED, voilà, avec quelques fonctions de clignotement. Voilà, c'est toujours utile, je vous en ai parlé tout à l'heure. Une caméra, elle a besoin de lumière, trop bien. Ça vaut 5-10 € sur Amazon. Je l'utilise tout le temps. Au début, je trouvais que c'était pas ouf. C'est incroyable, je vous le dis, c'est ouf. Ensuite, je voulais déjà plus ou moins présenter une action cam. Alors, les gens aujourd'hui appellent ça une GoPro. GoPro, c'est la marque, hein. C'est comme Kleenex. Kleenex, c'est une marque à la base. GoPro, c'est pareil, c'est une marque à la base. Ça s'appelle une action cam et celle-là, c'est de DJI. Donc DJI Osmo Action 5 Pro, c'est la toute nouvelle qui vient de sortir il y a 1 mois et demi, 2 mois. Du coup, je l'ai eu pour Noël. C'est pour clipser sur mon drone FPV, pour vous sortir des images vraiment stylées, pour clipser dans ma voiture quand je vlog dans la voiture, pour mettre en harnais quand j'ai été au ski. Bref, vous connaissez les action cam, je pense que on peut les mettre vraiment partout. C'est top, c'est hyper compact, ça va sous l'eau, trop bien. Vraiment, ça je vais l'utiliser quand j'irai dans la piscine et tout. Ça va sous l'eau, c'est incroyable. Alors, je dis que c'est incroyable, le principe de l'action cam est incroyable. Celle-là, je viens de l'avoir. D'habitude, je fais toujours mes petits tests sur les caméras. Je fais mes tests et puis je m'habitue à la caméra, je vois en termes de colorimétrie, en termes de capteur, en termes de qualité, en termes de piqué, en termes de réglage que je peux faire, comment je peux optimiser. Tout ça, je le fais. J'ai pas eu le temps de le faire. Franchement, je vous le dis, c'est long de tester une caméra, donc je ne peux pas vous la recommander aujourd'hui, même si tous les tests, objectivement, montrent que c'est la meilleure caméra action cam actuelle que vous pouvez trouver. Je pense que c'est bien. Maintenant, je la teste encore et faut bien gérer un petit peu ses paramètres. J'ai quelques problèmes. Une autre caméra, Insta360 One RS 1 inch, donc des capteurs 1 pouce, donc des capteurs assez grands. Ça vaut à peu près 1000 €. Alors, je vais pas trop vous en parler parce que cette caméra, pour être tout à fait honnête, on l'a acheté pour un projet professionnel. Danaël l'a acheté pour un projet professionnel de son côté. C'est une caméra, comme son nom l'indique, qui filme à 360 degrés, donc tout autour, vous le posez dans une pièce et ça filme en haut, en bas, etc. Et après, en post-prod, vous choisissez l'angle que vous voulez, tout ça. Donc, c'est vraiment très cool. Il y a moyen de faire des plans très créatifs, comme le plan que j'ai fait et que je vous affiche juste à l'instant à l'écran. Ouais, franchement, il y a moyen de faire des trucs très stylés. Il y en a qui l'utilisent en vlog. C'est hyper cool. C'est une édition spéciale avec Leica, donc normalement, cette caméra-là, elle est vraiment haut de gamme en
termes de caméra 360, hein, je vous le dis, c'est vraiment top. Pourquoi j'ai pris celle-là, Insta360 One RS One Inch, au lieu de la X4? Parce que celle-là, pour ceux qui s'y connaissent, elle filme en 6K, alors que la X4 filme en 8K. On pourrait se dire, waouh, 6K, c'est moins bien que 8K. Oui, mais le capteur est plus grand. Et vraiment, encore une fois, je le répète, un capteur plus grand sera toujours mieux. Alors, dans certains cas extrêmes, prenez pas des capteurs plus grands qu'un iPhone dans les années 2008. Évidemment que là, il va y avoir des différences. Mais en vrai, voilà, là, elle est récente, donc les capteurs plus grands, c'est mieux. En basse lumière, c'est incroyable. La vidéo du sapin que je vous ai montré là, justement, c'était en basse lumière, hein, c'était la nuit. Avec une X4, vous oubliez. Enfin, non, vous oubliez pas, mais ça sera vraiment moins bien. Donc, voilà, incroyable, c'est pour des projets professionnels. C'est même pas tant une caméra que je devrais peut-être même vous présenter maintenant. Ça, qu'est-ce que c'est? Atomos Ninja, ça doit valoir 679 € seul. Alors, à savoir que c'est une grosse douille parce que si vous l'achetez, vous pouvez rien en faire. Il faut acheter des batteries, des chargeurs, etc. et des disques durs, on en reparlera juste après. C'est un écran de retour qui est plus grand, avec plus d'informations que vous pouvez relier à votre caméra. Parce que les écrans de caméra, très souvent, ils sont assez petits et en vrai, on voit rien. Donc ça, super utile parce que ça vous fait un écran qui est plus grand, vous avez une meilleure visibilité. Et si c'était que ça, en vrai, ça serait pas top. Mais non, c'est pas que ça. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir glisser des disques durs ici. Et donc, vous allez pouvoir enregistrer sur disque dur. Plutôt que de mettre des petites cartes SD de 128, 256 Go, vous allez pouvoir mettre des disques durs de 3 à 4 Tera directement dedans et vous êtes tranquille. Donc sur des prestats professionnels où vous devez filmer des grands et longs fichiers toute la journée, c'est parfait. Vraiment, c'est top. Est-ce que c'est que ça? Non, toujours pas. En fait, c'est un enregistreur externe, c'est-à-dire que ça va remplacer le processeur de la caméra et vous allez enregistrer directement sur votre disque dur. Mais alors, ça change quoi d'enregistrer sur ça? Et en fait, les caméras font en sorte que quand vous enregistrez avec ce genre de choses, vous pouvez faire x10 à votre qualité de vidéo. Vous allez pouvoir shooter sur des couleurs qui seront bien plus importantes, des formats qui seront bien plus intéressants, des résolutions qui seront aussi bien plus intéressantes. Il y a tout qui va être mieux. Vous triplez les performances de la FX3, qui est déjà très bien toute seule, hein. Vous triplez les performances de cette FX3 avec ça. Vous vous doutez bien tout à l'heure quand j'ai dit que cette FX3 a tourné un film hollywoodien, ils l'ont tourné avec ça. Ils ont sorti des fichiers de fou avec ça. Je vous le dis, c'était n'importe quoi. Parce que vous connaissez peut-être le RAW en photo. En vidéo, c'est compliqué d'avoir du RAW. On peut sortir du RAW avec la FX3 et ça. C'est exactement pour ça que je l'ai acheté. C'est pour sortir du RAW. En post-production, j'ai des capacités d'étalonnage qui sont monstrueuses. J'ai fait des tests. Je vous parlais de Dynamic Range tout à l'heure dans la forêt avec le truc clair et tout. Je vous récupère tout. Là, je vous sors des images de fou. Alors, le seul bémol, c'est que pour pouvoir filmer sur des qualités comme ça, des résolutions incroyables, les fichiers sont lourds. Très lourds. On compte à peu près 1 Tera, donc 1000 Go pour 40 minutes de vidéo. C'est vraiment énorme. Là, ça fait 22 minutes que j'enregistre. Je dois avoir rempli peut-être 5-6 Go. 1 Tera, 1000 pour 40 minutes. Donc là, c'est comme si j'avais rempli 500 Go déjà. Forcément, ça implique d'avoir des disques durs avec une écriture très rapide, donc des disques durs très performants. Et moi, je me suis fait avoir, hein, j'ai pris des disques durs qui n'étaient pas du tout performants en me disant ça passe. Et en vrai, les disques durs pas très performants, franchement, ils passent. Ça fonctionne. Jusque-là, tout va bien. Il faut savoir, dans le monde de l'électronique, que ce soit les ordinateurs et tout, quand ça chauffe, les composants réduisent volontairement leur performance pour éviter que ça continue de chauffer. Et donc, ils se brident eux-mêmes pour ne pas s'endommager. Évidemment, ça, je vous le dis, ça chauffe de fou. Même quand il fait froid dehors à -15, c'est un putain de volcan, genre vraiment ça chauffe de malade, vous mettez le doigt, ça brûle presque, et forcément ça altère un peu les capacités du disque dur. Donc si vous avez un disque dur qui est un peu ric-rac en termes de performance, ça passe pas. Donc évidemment, pour que ça marche très bien, il faut acheter leur disque dur de leur marque à eux. Et leur marque à eux, tenez-vous bien, c'est 4000 € pour 4 Tera. Soit 1000 € le Tera. C'est hyper cher et je n'ai pas le budget d'acheter ça. Maintenant voilà, comme je vous dis, si jamais je fais pas trop chauffer le truc, ça fonctionne avec mes disques durs à moi. Forcément, sur une presta longue de une journée, je ne vais pas pouvoir enregistrer dans ces formats-là. Déjà, en plus, les fichiers sont impossibles à traiter, c'est trop lourd. Mais j'arrive à enregistrer quand même sur ces fichiers-là avec mes petits disques durs qui ont coûté entre 50 et 100 € et ça me va très bien. Franchement, je suis très content avec ça. Voilà, c'était pour la petite histoire de pourquoi j'utilise ça. Si vous me voyez utiliser ça en presta, c'est pour enregistrer directement sur SSD et choper des qualités qui sont encore meilleures. Parce que si jamais je fais une erreur de réglage de l'appareil, avec ça, vu que j'ai des fichiers qui sont vraiment puissants, je peux récupérer mes erreurs s'il y en a. Donc c'est aussi une sécurité. Ok, je remets les objectifs et tout. On va passer un petit peu à la suite. Et avant de passer au sac de drone et tout, je vais avoir 2-3 trucs à vous montrer. On va faire un petit peu les différentes pochettes de ce sac. Alors hop, je ferme ça. Je vous ai déjà montré les PC. J'ai 2 trucs sur le côté à vous montrer. Alors, on parlait de disque dur justement. Je crois que c'est dans cette pochette là que je vais avoir un disque dur justement. Alors, c'est pas les disques durs que je mets sur l'appareil que je viens de vous montrer, sur l'Atomos. C'est un SanDisk 2 Tera extrême portable SSD. Il est très connu celui-là. Je pense que vous l'avez déjà vu. Ouais, c'est trop bien. Franchement, NVMe, vitesse d'écriture et tout, hyper impressionnante. Je fais mes montages directement là-dessus et évidemment,
évidemment, avec des fichiers aussi gros, avec des caméras aussi grosses, on a besoin de stockage. Et quand je pars en presta, toujours, je branche mes disques durs, je transfère des fichiers sur plusieurs cartes SD, plusieurs disques durs, plusieurs PC. J'éparpille ça entre différentes personnes dans les poches, dans le sac, etc. Comme ça, si jamais il y a un sac qui se perd, si on se fait voler, quelqu'un se fait voler, il reste toujours les rushs qui sont pas perdus. Super important de ne pas perdre ces rushs quand vous êtes en Presta Pro parce que là, c'est vraiment chaud. Ensuite, sur les côtés, voilà, une perche pour la Insta360, 1m50. Moi, je ne déplie pas entièrement, mais toujours très utile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, dans la pochette ici, je crois que j'ai juste des batteries, donc rien d'intéressant. C'est des batteries d'appareils photo classiques. Hein, ça vaut, ouais, ça vaut quoi? Ça vaut 80 € par batterie, je crois. Micro-cravate de chez Rode, ça vaut à peu près 120 €. Je sais même plus c'est lequel. Franchement, je suis incapable de vous dire c'est lequel. Et en vrai, je le recommande même pas parce qu'il est pas si bien dès que vous commencez à parler un peu fort. Il sature très vite. En plus, vous avez besoin de 2 adaptateurs et tout, enfin, un enfer. Mais j'ai filmé tout le programme Planche Pro avec et la qualité est très bonne. Si je ne mets pas à parler un peu trop fort, franchement, la qualité est excellente et j'ai pas besoin de plus. Microfibre, voilà, pour nettoyer des trucs. Rien de très intéressant. Est-ce que j'ai des trucs là? Non, j'ai rien du tout. Alors ici j'ai quoi? Évidemment, les filtres ND. Ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est des lunettes de soleil pour vos appareils photo. Quand il y a trop de soleil, vous mettez des lunettes de soleil parce que vous pouvez pas régler les paramètres de vos yeux. Donc pour éviter que vous éblouir, vous mettez ça. Et il y a des règles à respecter en termes de paramètres d'appareil photo quand vous filmez en vidéo. Et du coup, des fois, vous avez trop de lumière. Mais vous pouvez pas changer vos réglages puisque sinon vous ne respectez plus les règles de vidéo. Donc vous mettez ça pour réduire la lumière. Ça coûte à peu près 100 € par filtre. Voilà, c'est un peu cher, mais nécessaire. Des adaptateurs pour les mettre sur différents objectifs parce qu'ils sont de différentes tailles et tout. Ici j'ai mes fameux disques durs 1 Tera chip que je glisse justement là dans l'enregistreur externe. Bon, ça fait le taf comme je vous l'ai dit, ça me va très bien, ça permet d'enregistrer sur disque dur et d'avoir un petit backup en plus, donc ça c'est cool. Et puis en vrai, on a fait le tour du sac. Ici j'ai des clés de voiture, donc c'est pas intéressant, on s'en fout. Ulanzi BP10, tout mon matériel vidéo dedans. J'espère que déjà ça vous aura appris un petit peu plus en termes de matériel. On va passer directement sur 2 petits trucs, enfin petits, que je dois vous présenter quand même. Premièrement, rapidement, mon trépied. Alors, c'est un trépied à 4000 €, pas vrai du tout, je rigole. Non, c'est pas un trépied à 4000 €, c'est un trépied que ma grand-mère m'a offert quand j'étais en CM1, quelque chose comme ça. Donc ça commence à dater, hein. Ça fait longtemps. Il fait le taf, franchement, je faisais même pas de photos et de vidéos en CM1, j'avais pour projet d'en faire, donc on me l'a offert. Et puis, plusieurs années plus tard, au final, il me sert de ouf. Alors forcément, c'est pas le plus stable, je vais pas m'amuser à mettre des grosses configs avec le 70-200, la FX3, etc. dessus, mais pour ce que je fais, il me convient de ouf, j'ai pas besoin de plus. Il est stable, c'est solide, il m'a jamais lâché. Je peux pas vous dire le prix, du coup, je sais pas. Mais moi, il me va, franchement, ça me convient. Ensuite, indispensable en prestation professionnelle, désolé pour le micro, un DJI Ronin RS4 Pro. Pourquoi le Pro? Je vais vous expliquer ça pour ceux qui se demandent, mais en gros, c'est un stabilisateur avec des moteurs à 3 axes. Il en existe pour téléphone, un petit peu pour tout, je pense que vous avez déjà vu ça. Je vais l'ouvrir et puis je vous en parle un petit peu. Donc c'est quelque chose qui est relativement imposant hein, quand même. Celui-là, il est énorme, il a des capacités de poids, enfin de portance qui sont incroyables. Et en vrai, tant mieux, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est aussi pour pouvoir mettre des trucs lourds, parce qu'avec toutes les caméras et tout, j'ai des setups qui commencent à être très lourds. Malheureusement, lui aussi, il est lourd. Donc quand vous mettez des setups qui sont lourds sur lui qui est déjà très lourd, toute la journée à porter, je vous jure que c'est très compliqué, malgré qu'on fasse du street, hein, et heureusement d'ailleurs. Celui-là, il est au prix, je crois, de 969 €, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est entre 900 et 1000 €. Voilà, je vous affiche le prix, vous l'avez de toute façon. C'est ça, vous connaissez hein, ce genre de stabilisateur. Pourquoi j'ai pris celui-là? Je vous ai parlé tout à l'heure d'objectifs anamorphiques, où il n'y a pas d'autofocus, et donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Est-ce que vous imaginez une seule seconde une vidéo de street, de compétition filmée à l'anamorphique avec tout ce que je vous ai dit dessus? Est-ce que vous imaginez à quel point ça serait incroyable? Et c'est pas possible puisque je n'ai pas d'autofocus. DJI a sorti un produit qui s'appelle le DJI Focus Pro. Donc c'est des moteurs avec des petits engrenages, etc. qui permettent de tourner les molettes, enfin les bagues, pardon, de l'objectif avec un lidar qui calcule les distances, etc. Donc en fait, ça vous rajoute un autofocus sur un objectif qui n'a pas d'autofocus. C'est incroyable. Évidemment, c'est disponible que avec le Ronin en version Pro. Ce n'est pas disponible autrement que ça. Et forcément, j'ai dû prendre le Ronin en version Pro puisque je savais que j'allais vouloir ça après. Je ne l'ai pas, ce Focus Pro. J'adorerais l'avoir. Franchement, c'est un truc de ouf si je peux l'avoir. Ça coûte 900 €. Voilà, j'ai pas les 900 € à mettre actuellement, clairement pas, mais ça serait fou. Vraiment, je vous jure que si un jour j'arrive à acheter ça, je vous sors des vidéos de compétition là cet été qui seraient incroyables. Peut-être pour l'année prochaine, peut-être pour cet été en fonction de comment les compétitions s'organisent, mais si vous êtes organisateur de compétition ou vous connaissez des gens, n'hésitez pas. En vrai, si vous voulez un petit peu
de qualité et tout, et que vous voulez que je vienne filmer les compétitions, bah, c'est avec plaisir, et ça me permettra peut-être avec le budget d'acheter ce Focus Pro et vous sortir une qualité de malade. Mais voilà, ça coûte 900 €, c'est un peu cher. Mais clairement, ouais, ça va être très rentable. Je range ça et on passe directement sur le sac de drone. C'est le dernier truc qu'on a à voir. Le sac de drone extrêmement lourd, il y a beaucoup de choses dedans. Sac Torvol, ça doit valoir à peu près, je pense, 150 € par là. Je vous expliquerai un petit peu comment je l'ai eu. Donc voilà, sac Torvol très connu dans le monde du drone, très très bien. Il y a beaucoup de rangements, beaucoup de trucs. Le sac est très gros parce que généralement, je vous le dis, hein, les gens qui font du FPV, ils rigolent pas du tout. Quand ils partent voler avec leur drone FPV en prestation, ils emportent tout leur tournevis, l'électronique qu'il faut, parfois même et même très souvent leur fer à souder, je ne rigole pas. Donc forcément, il faut de la place, c'est pour ça que le sac est aussi gros. Voilà, on va commencer avec ce qu'il y a dessus en fait. Je vais être obligé de l'enlever de toute façon pour l'ouvrir. Donc je vais vous parler de mon drone, le meilleur drone que j'ai actuellement. Alors ce drone, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est quoi le drone FPV déjà? FPV, ça veut dire First Person View. Donc en fait, c'est des drones qui vont être pilotés avec un casque. Clairement, on va voir directement ce que voit le drone et avec une télécommande classique. La vidéo du drone ici, de la caméra qui est là, est retransmise dans l'antenne qui envoie ça au masque qu'on a et on pilote en direct le drone. Ça, c'est du FPV. C'est quoi un petit peu? Qu'est-ce qui caractérise le drone FPV par rapport à un drone DJI? C'est quoi la différence? Je vous mets ici deux illustrations de drone stabilisé versus drone FPV et vous voyez un petit peu le type de plan que ça peut faire. Le drone FPV, il peut vraiment pencher son horizon, il peut vraiment décrocher son horizon, il peut piquer vers le bas, il peut couper les moteurs. C'est des drones qui sont extrêmement puissants. Tellement puissants que quand le drone est posé au sol et que les hélices tournent juste avant de décoller de manière légère, hein, c'est vraiment, ça tourne au ralenti, vous foutez un doigt, c'est coupé, c'est de la charpille, je vous le jure. C'est hyper dangereux, faut faire ultra gaffe avec ce genre de drone. On est sur des moteurs qui sont extrêmement puissants, donc on ne rigole pas, c'est pas un jouet. Si à bas régime, quand vous foutez le doigt, je vous jure qu'il est coupé, si vous arrivez à 200 km/h dans la tête d'un mec, avec les hélices à fond, je vais pas vous faire une image, vous savez à peu près ce qui se passe. Donc on n'est pas du tout sur des jouets comme les petits Mavic, même si faut faire attention aussi, hein, les deux sont dangereux. Mais là c'est encore pire, voilà. Là on ne rigole pas, c'est dangereux, on fait gaffe. Ça s'utilise avec des batteries qui elles aussi sont dangereuses, quand on les charge, il faut faire attention. Il y a déjà eu des cas de gens qui ont brûlé leur maison, on n'est pas sur des batteries d'iPhone, on est sur des batteries qui peuvent décharger énormément de courant d'un coup, mais du coup on obtient des puissances qui nous permettent de faire ce genre de prise de vue, qui nous permettent d'aller vite. En montagne, il y a des paysages qui sont très grands, on a besoin d'aller vite pour donner cette sensation de profondeur et de vitesse. Pour vous donner un exemple, je suis monté à 140 avec ce drone, mais sans forcer. Je m'en suis même pas rendu compte. Quand on atterrit, en fait, il donne les stats, altitude maximale atteinte, distance parcourue, etc. On a toutes les stats et on a aussi vitesse maximale. Et donc 140 km/h, c'était easy. Genre, j'ai même pas forcé, je m'en suis même pas rendu compte. C'est ce qui permet aussi de porter une petite caméra, donc l'action cam que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un petit aimant ici, j'ai juste à la clipser dessus et puis ça marche très bien. Voilà pour ce drone, ça coûte 990 € et c'est des drones qui peuvent être montés et programmés soi-même. Alors je vais faire vite fait, je vous mets un chrono, voilà, ça dure 20 secondes. Je vous mets un chrono de 20 secondes maximum. Je vais juste citer un petit peu pour ceux qui sont du FPV pour vous dire un peu c'est quoi les configs que j'ai, vous allez peut-être rien y comprendre pendant 20 secondes. C'est parti. Alors je vole sur une frame, du coup c'est du Dosh en Dead Cat. Je suis sur le DJI Air Unit O3, je compte passer sur le O4 bientôt. En termes de stack ESC et FC, je suis sur de la T-Motor F55 HD, je crois que c'est ça. Moteur F40, de chez T-Motor aussi. Que dire de plus? On est bon, je crois que c'est tout. Si, système Crossfire dans transmission. Pour ceux qui n'ont rien compris, c'était juste pour les nerds du FPV. 990 €, je vous expliquerai un petit peu l'affaire que j'ai fait après. Et on va ouvrir ce sac, parce qu'il y a pas mal de trucs en vrai à vous montrer sur ce sac. Je vais essayer d'aller vite et à la fois vous expliquer tout correctement. Alors on va commencer bizarrement, on va s'éloigner un peu du FPV, on va partir directement vers le drone classique, on va appeler ça le drone stabilisé. Le drone que vous avez l'habitude de voir, que beaucoup pratiquent, que beaucoup ont maintenant. Je vous présente le DJI Mini 3 Pro. Alors je vais vous le déplier quand même, que vous puissiez voir un petit peu. Concrètement, si vous avez vu la vidéo What's in my bag de Alain, c'est le même drone, DJI Mini 3 Pro avec la radiocommande. Il existe deux types de radiocommande. Il existe donc celle-là avec l'écran intégré, que je vous conseille en vrai parce que c'est trop cool de pas avoir à foutre son tel au-dessus. Et comme je l'ai dit, du coup, vous avez aussi la radiocommande avec le téléphone, un peu moins de portée et tout. Bon, la plupart des gens vont vous recommander celle-là, vraiment. Moi, j'ai pas choisi. C'est ma copine qui me l'avait offert il y a un an à Noël, du coup. Donc moi, tant mieux, j'ai celle-là. Je suis très content. C'est cool, ça me permet de transporter moins de choses, même si au final le téléphone, hein, il est dans la poche. Mais c'est quand même confort. C'est quand même confort d'avoir cet écran-là. Je crois que le pack, il est à 850 €. 800 €. Ouais, je crois que c'est à 800 € les deux. Et vous pouvez payer moins cher si vous achetez pas la télécommande avec l'écran intégré. Mais l'écran est magnifique. Vraiment, il est lumineux de ouf. Vous avez une vraie qualité dessus. C'est ouf. Franchement, c'est trop bien et il est très grand. Donc ça, c'est top. C'est presque paradoxalement le truc qui filme le moins bien en fait de tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce que c'est un petit drone en vrai. C'est une petite caméra en dynamic range. J'en parlais tout à l'heure. Si jamais vous avez le malheur d'avoir le soleil en face de vous, il va falloir faire des compromis, hein, parce que clairement, vous n'allez pas avoir le soleil bien et le ciel bien défini et puis le sol de manière bien détaillée. Alors avec les logiciels derrière, etc., on arrive à rattraper quand même beaucoup, mais ça a ses limites. J'adorerais m'acheter un DJI R3S
vite parce que c'est entre guillemets abordable par rapport à ça. Il vient de sortir, donc ça, je sais pas combien il est le DJI R3S, mais c'est un niveau au-dessus, clairement. Le DJI R3S c'est un niveau au-dessus de celui-là. Mais voilà, celui-là il fait le taf en vrai pour ce que je fais. Vous verrez pas la différence, je vous le dis, puisque j'arrive à voir un petit peu. Moi je la vois quand je fais traitement et tout, ça me demande plus de taf et tout, c'est moins agréable. Vous y verrez rien parce que justement je fais en sorte en traitement que ça passe bien. Donc voilà, DJI Mini 3 Pro, c'est pas forcément celui que je vous recommande pour être tout à fait honnête. Vous avez mieux pour un tout petit peu plus cher ou quasiment au même prix aujourd'hui. N'empêche que c'est ce que j'ai et ça fonctionne très bien. On va rester sur des télécommandes maintenant, on va passer sur ça. Alors je vais pas trop détailler, hein, c'est une télécommande, j'ai rien à dire de plus. Voilà, bon, il y a beaucoup de switch, les petits switch comme ça là, vous voyez peut-être. Ça c'est très très cool et c'est surtout ça que je vais reprocher à l'autre télécommande qui vient après. Taranis X9D+, c'est cool. Il y a des... En fait l'avantage, si je dois dire un truc, c'est que les sticks ont vraiment de la course, genre c'est grand. Quand vous poussez le stick vers le haut, vous avez vraiment une vraie distance à parcourir. Et donc ça c'est cool, vous arrivez pas trop vite en butée sur vos sticks. Donc ça c'est vraiment pas mal, quelques petits switch. Un système Crossfire pour avoir une pénétration et une distance en termes de signal qui est excellente. C'est un peu moche, ça coûte 250 € quand même. Ici j'ai un jeu de Filtre ND pour l'Osmo Action 5. Voilà, on s'en fout, hein, clairement, c'est pas intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que le drone FPV c'était piloté avec des lunettes. On voit ce que voit le drone. Donc, il les faut, ces fameuses lunettes. Je vous présente les DJI Goggles 2. C'est un peu le classique aujourd'hui, tout le monde a ça, même s'il y a les DJI Goggles 3 qui sont sortis et qui ont l'air absolument incroyables. Ça coûte 600 €. Je crois que ça coûte 600 €. Et voilà, vous avez des batteries que vous mettez là, antennes, vous dépliez, elles sont enlevables. Vous voyez tout ce qu'il y a dans le drone. Ici, vous pouvez ajuster, si vous avez des lunettes, votre dioptrie. Donc, vous dévissez, vous ajustez en fonction de vos déficits au niveau des yeux, plus ça va de -8 à +2 je crois. Vous voyez à travers, vous avez un bel écran, belle résolution, c'est très stylé. À savoir aussi que ceux qui ont testé déjà les Oculus Rift, ce genre de casque de réalité virtuelle où vous voyez vraiment un monde avec des écrans tout autour, en gros, hein, ce n'est pas ça. Le but ici, c'est pas d'avoir un écran qui vous englobe parce que sinon vous allez rien y voir et vous allez pas être précis. C'est plutôt comme une salle de cinéma quand vous mettez ça, vous voyez les bords de l'écran, vous avez un petit écran en face de vous en fait, qui est quand même très agréable, hein, faut pas se mentir non plus. C'est pas aussi sexy que l'Oculus parce que à piloter ça serait juste infernal et c'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment plus d'être plongé comme dans une salle de cinéma et après de toute façon une fois qu'on pilote on est vraiment dedans, on oublie vraiment, c'est comme au cinéma, hein. Quand vous rentrez vous voyez l'écran et puis après vous oubliez l'écran, vous êtes vraiment pris dans le film. Là c'est un peu pareil, vous êtes vraiment pris dans votre truc donc vous oubliez complètement l'écran et ça se passe très bien. Pour être tout à fait honnête, je n'aime pas les Goggles 2. Je suis aussi équipé des Goggles Integra. Ça vaut 450 € je crois à l'heure actuelle, hein, je vous parle. Je les préfère 1000 fois. Elles sont moins chères, elles sont moins préférées pour la plupart des gens jurent que par les deux, mais il y a tellement de désavantages aux deux, c'est un enfer. Le câble, regardez ce bordel là, vous mettez des batteries avec un câble qui va s'arracher, vous allez perdre votre drone, c'est quoi ce bordel? Je déteste, j'aime pas du tout. Alors oui, les gens ils aiment bien les batteries interchangeables et tout, ils préfèrent. J'aime pas, c'est horrible, c'est moche, c'est pas pratique. Ensuite vous avez un écran qui est beaucoup plus grand que sur les Integra. Beaucoup, non, j'exagère, mais il est un peu plus grand que sur les Integra. Trop bien, on a un plus grand écran. Je vous l'ai dit, le but c'est pas d'avoir un très grand écran. En vrai, quand on a un écran qui est trop grand, et ben on s'y perd. Les infos qui sont en bas, à cause des lentilles, elles sont floues. Et du coup, on n'arrive pas bien à voir. C'est trop grand pour moi. Alors c'est pas pour rien, en plus, les gens ils vont dire non, c'est pas trop grand. Pourquoi ils ont réduit la taille sur les Goggles 3? Pourquoi ils sont passés plutôt sur la taille des Integra? Il y a une raison. Non, c'est trop grand. Vous contrôlez, alors pour aller dans les menus, c'est avec un petit pavé tactile ici, c'est insupportable, vraiment, c'est pas intuitif du tout. Là ici, j'ai un petit joystick, je vais 1000 fois plus vite. C'est, je sais pas, j'aime pas ces Goggles 2, je vais les revendre en vrai. Je les ai eu, en fait, je vais vous expliquer un petit peu après comment je les ai eu, mais c'est juste que je les ai eu dans un pack quand j'ai acheté un truc, c'était fourni avec. Donc du coup, je suis retombé sur les deux, mais je vais les revendre pour acheter les trois. Voilà, Goggles Integra, beaucoup mieux, vous avez pas de câble, la batterie elle est là en fait, et puis vous serrez un petit peu comme les casques de chantier là ou les vélos avec un petit truc, ça se passe très bien. Il y a pas de câble, l'écran est bien, il y a un petit joystick, tout est parfait en vrai, c'est top, ça prend pas de place, vous refoutez la batterie comme ça là, ça protège, c'est parfait vraiment, j'adore les Integra. La plupart des gens jurent par les deux, mais je pense que c'est un peu un effet de mode, hein. C'est comme quand les deux sont sortis, la plupart des gens juraient un peu que avec celle d'avant. Maintenant que les trois vont sortir, les gens vont peut-être changer un peu d'avis, je sais pas. En tout cas, moi je reste convaincu que les deux, pour avoir les deux, c'est ça aussi le problème, c'est que la plupart des gens ils sont aussi que les deux, donc ils se disent ah les deux sont trop bien. Moi j'ai la chance d'avoir les deux et les Integra, et donc forcément je peux comparer et vous dire que je préfère 1000 fois les Integra. Donc drone on a vu, une autre télécommande, alors c'est la DJI FPV Remote Controller 2, donc la RC2 de chez DJI, antenne, voilà, classique. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Pourquoi? Parce que la course des sticks est effectivement plutôt faible. Bon, c'est du DJI, les gens aiment bien cracher sur DJI, etc. Je surkiffe cette radio, je surkiffe vraiment cette manette, elle est trop bien, je fais tout mon simulateur avec, et si je pouvais voler avec la compacité du truc et tout, c'est parfait. Beaucoup de gens vont dire que c'est pas une vraie manette, c'est pas comme celle-là. Arrêtez, regardez ce que c'est, franchement c'est trop bien, elle est incroyable, et justement
ça me permet de faire la transition pour vous dire que justement, je vole avec le DJI Avata première génération, donc le 1, que vous avez déjà vu pas mal sur la chaîne. En vrai, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. J'ai craché pas mal dessus depuis quelques temps. J'avais tellement besoin, enfin envie d'avoir mon 5 pouces là, qui va vite, etc., qui peut plonger, hein, enfin là vraiment, j'ai plus de problèmes de tremblement, de prise au vent, etc., de faible puissance, parce que ça on en reparlera, mais ça rame. Hein. J'avais vraiment envie de ce 5 pouces, du coup j'en pouvais plus de l'Avata. J'étais trop limité, je pouvais pas faire ce que je voulais. Maintenant que j'ai mon 5 pouces, je ne suis plus limité. Je peux faire ce que j'ai envie avec mon 5 pouces, mais alors je kiffe l'Avata. Je pensais vraiment ne plus l'utiliser. Je me suis dit, il va pas être utile. Mais comme vous voyez, il a des protections d'hélice. Donc déjà, on peut faire plus de choses. Comme quoi, passer à côté des gens, alors en théorie oui, mais je vous conseille de pas le faire quand même, c'est pas très légal, sauf si les personnes sont de la mission ou quoi. En fait, je prends un kiff de ouf, et je te l'avais dit Milo, je crois si tu regardes cette vidéo, que j'aimais pas l'Avata, il me saoulait en fait, ça rame. En fait, au max du max, en poussant vraiment fort, je monte à 70 là-dessus. Avec les bonnes conditions, pas de vent, je pousse, je monte à 70 et c'est instable. Là-dessus, comme je vous l'ai dit, en faisant rien du tout, je suis à 140, donc il y a une grosse différence. Vraiment, en faisant rien du tout, juste en descendant un petit peu, je monte à 140, et puis en vitesse de croisière, c'est 90 tout le temps. Là, 70 au max en forçant, donc vraiment c'est chiant, ça rame. Mais alors par contre maintenant je surkiffe. Pourquoi je surkiffe? Je fais n'importe quoi avec. Je vous mets des vidéos maintenant, je passe dans des branches, je tape de partout, je passe dans des endroits, il n'y a même pas la place pour le drone, je m'en fous, ça passe. C'est incroyable, c'est DJI, c'est hyper solide, vraiment je l'ai tapé plein de fois et je me suis rendu compte que vraiment c'était incassable. En plus de ça, on va pas très vite avec, donc pour le casser, bah bon courage hein, quand même, incassable. Alors évidemment, si vous vous amusez à prendre 70 km/h en chute libre comme ça et vous le tapez contre le sol, vous allez le péter, c'est sûr. Et encore, ça m'est arrivé une fois à cause d'un défaut de mise à jour, je l'ai fait décoller, il a perdu comme ça le contrôle parce que j'avais pas fait la mise à jour, il a tapé contre le sol, la batterie elle est partie à 2 mètres, il a rien eu, j'ai juste fait la mise à jour, c'était fini. Donc ouais, vraiment c'est du solide, j'ai craché plusieurs fois, je fais n'importe quoi, je prends un kiff de ouf et je vous le dis, j'ai fait ma plus belle image FPV de tous les temps, je peux pas vous afficher là, ça sera dispo sur Instagram bientôt, avec des cascades et tout, un lac gelé, je suis passé sous des branches et tout, incroyable. J'ai fait mes plus belles images ever avec cet Avata. Je ne l'aurais pas pu le faire en 5 pouces, j'aurais trop stressé, j'aurais tapé partout, c'était trop puissant. Donc en fait, le combo des deux est hyper complémentaire et je suis trop content d'avoir ça. Quand je pars voler avec mes drones, clairement, je prends les deux. Je prends les deux parce que j'ai un kiff de ouf à voler avec ça, c'est trop bien. En plus, là, je vous ai parlé des batteries tout à l'heure qui ont une capacité de décharge vraiment importante, des batteries qui sont assez dangereuses, etc. Ça, c'est des batteries qui sont pas dangereuses, donc vraiment, ça tient en plus. Avec celui-là, je vole 5 minutes. Voilà, après les batteries, il faut les changer. Ça, 15 minutes, je vole et tout, ça tient, c'est vraiment cool au bout de 15 minutes. Ça peut paraître peu en fait, 5 à 10 minutes pour les gens, 5 à 15 minutes même pour les gens en termes de vol, ils se disent, ouah, ça tient si peu. Il y en a même, en vrai, si je mets la GoPro, je vole 3-4 minutes, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, c'est beaucoup. Alors pourquoi c'est beaucoup? Parce que quand vous volez avec un drone FPV, comme je vous l'ai dit, c'est pas pareil qu'un drone stabilisé. Un drone stabilisé, si vous lâchez les commandes, il se passe rien. C'est-à-dire que vous le faites décoller et il attend. Vous le faites avancer, il avance. Vous lâchez les commandes, il s'arrête. Vous le faites reculer. Et en fait, il n'y a rien à faire. N'importe qui peut le piloter. Vos parents peuvent le piloter, même s'ils n'ont jamais fait de drone. D'ailleurs, je l'ai fait tester à mes parents en parlant du Mini 3 Pro là. C'est hyper facile. Ça, c'est pas du tout comme ça. Vous êtes obligé de faire le moindre ajustement de hauteur constamment. C'est un drone qui est complètement manuel. C'est-à-dire que si vous lâchez les commandes, lui, il se tombe. Vraiment, vous devez contrôler chaque mouvement. C'est aussi du coup pour ça que vous pouvez faire des figures, des acrobaties, vous pouvez l'emmener dans tous les sens, etc. Vous pouvez même le faire voler à l'envers sur certains modes. Donc vraiment, tout est 100% manuel. C'est vraiment des drones très particuliers à piloter. Je vous encourage à essayer un jour au moins sur simulateur, c'est assez sympa. Parce qu'il faut passer par du simulateur, sinon c'est crash assuré au bout de 3 secondes, et 3 secondes je suis gentil. En fait, quand vous êtes tellement concentré à voler comme ça, parce que vraiment ça demande de la concentration, c'est un vrai pilotage, et bah vous n'avez pas besoin de plus de 5 minutes. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de voler plus que 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on a envie de rentrer, on a envie de souffler. Parce que bah ça demande de la concentration. Il y a vraiment des sensations de pilotage. Autant avec le Mavic, vous allez faire des belles images et vous allez kiffer le fait de faire de belles images. Avec ça, vous allez kiffer le fait de voler. Si vous achetez un drone pour le plaisir, pour vous faire plaisir, pour avoir de bonnes expériences, n'achetez pas ce genre de drone. Clairement, c'est pas ça qu'il vous faut, ça c'est pour faire de l'image. Ce genre de drone, par contre, sont très fun à piloter. Alors, il faut se renseigner au niveau des réglementations et tout, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais ça, par contre, vous allez pouvoir vraiment vous faire kiffer. Moi, je prends ce drone-là et je vais voler sans faire d'image, sans rien. Juste, je me fais plaisir à voler parce qu'il y a vraiment des sensations. Au début, il y a vraiment ces sensations de vide, de vertige et tout. On a vraiment l'impression, si j'exagère, mais d'être le drone. Donc, en tout cas, c'est comme ça que c'est vendu et effectivement, c'est vraiment cool. C'est un peu cher comme activité, franchement. Je pense qu'on peut pas commencer le drone FPV, aller avec un Avata et tout, et on peut pas commencer à moins de 1000 €. Je pense que c'est trop compliqué, ça va être trop cheap, mais je recommande vraiment d'essayer au moins un jour dans votre vie, ça c'est trop bien. Voilà, on a parlé à peu près de tout drone FPV. Après, j'ai les batteries ici. Alors, je vais vous montrer un peu les batteries à quoi elles ressemblent, mais clairement, il faut des chargeurs qui valent 120, 150 €. Chargeur de batterie, vous allez voir un peu la tête que ça a. Voilà, on rigole pas trop avec ce genre de batterie. C'est des batteries au lithium qui doivent être stockées dans des sacs imifugés, donc des sacs anti-feu. Il faut faire très attention quand on les charge. Il y a déjà des gens qui ont brûlé leur maison avec ça. Maintenant, voilà, ça c'est comme plein de trucs. Il y a des risques. Faut
faire attention, faut pas faire n'importe quoi. Quand vous les utilisez pas, il y a des tensions de stockage à respecter pour les stocker. Vous les stockez pas n'importe où. La plupart des gens les même mettent dans des caisses de munitions militaires pour stocker un peu les flammes et tout au cas où. Il y en a qui, quand ils chargent ces batteries-là, les mettent dans des barbecues. Je sais pas si c'est ultra nécessaire tout ça. Soyez juste vigilants et à côté quand vous chargez vos batteries. Ça me faisait peur au début. Maintenant voilà, quand on sait après les utiliser, faut juste bien se renseigner et normalement il n'y a pas de risque si vous faites bien les choses. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En vrai, je vais pas ouvrir le sac. C'est juste que c'est voilà, c'est des drones qui ont souvent besoin de réparation. L'avantage, c'est que en vrai, le drone comme ça coûte 990 € tout monté, donc c'est cher. Vous pouvez le monter vous-même évidemment. Après, en fait, c'est des drones qui sont presque incassables. C'est-à-dire que vous pétez quoi que ce soit, ça coûte pas cher. Vous pétez une hélice, ça coûte 50 centimes. Vous pétez une antenne, ça coûte 20 €. L'antenne ici, elle coûte 5 €. Je sais pas, vous pétez la caméra, c'est le pire qui puisse arriver, ça vous coûte 100 € je crois. Vous grillez un moteur, ça vous coûte 20 balles. En fait, c'est ça, c'est que tout est réparable. Vous pétez un bras, ça vous coûte 30 €. Donc en fait, c'est des drones qui sont entre guillemets incassables parce que tout est changeable par pièce. Et donc vu que tout est changeable, bah forcément, on se trimballe tout le temps avec, là j'ai une panoplie de tournevis, j'ai de l'électronique dans tous les sens, des vis. Et donc comment j'ai eu tout ça? Je vais vous expliquer. Je cherchais à acheter un drone comme ça pour le monter moi-même parce que ça allait me coûter moins cher. J'avais à peu près 850 € de budget pour tout ça. Et 850 € de budget pour drone, chargeur, batterie. Jusque là tout va bien. Et je cherche une batterie sur le bon coin et je tombe sur cette offre avec le drone, les DJI Goggles 2. Donc je vous rappelle que le drone c'est 990 €, les DJI Goggles 2 on est sur 600 €, le sac, les chargeurs, les batteries, la Taranis à 250 €, les tournevis, l'électronique et tout ce qui va avec, vraiment tout. Au total 3000 € de matériel, je l'ai eu pour 850 € que j'ai acheté à quelqu'un de très gentil qui sûrement arrêté le drone FPV. J'ai fait une offre de ouf, ce qui m'a permis d'économiser énormément. Alors il n'y a pas tout qui était parfait, je crois que je l'ai reçu avec l'antenne un petit peu endommagée, du coup j'ai dû en racheter une et la changer. Donc j'ai démonté un peu le drone, ça m'a coûté 20 €, les batteries étaient mortes aussi quasiment. Voilà, je dois changer les batteries, ça va me coûter 100-200 €. Ça reste quand même beaucoup moins cher que les 3000 € que j'aurais dû investir au fur et à mesure. Bon, évidemment, je vais pas vous montrer tous les petits accessoires que j'ai, par exemple chez mes parents pour rig les caméras, pour mettre des batteries Velop, tout ça. Il y en a qui connaissent toutes les batteries, les différents trucs que je peux avoir, les base plates pour mettre sur des plus gros trépieds, etc. Tout ça, on s'en fout, c'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était juste de me présenter un peu le matos global que j'utilise. Comme ça vous laisse un peu une idée déjà, je pense que c'est pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, vous allez en DM, je ne mords pas, il n'y a pas de souci, et laissez-moi en commentaire, comme ça c'est encore mieux. Moi ça me permet de me référencer avant de partir, vraiment super important. Prenez une seconde pour liker la vidéo, genre vraiment là vous êtes peut-être en mode plein écran, t'enlèves le mode plein écran, juste avant d'en cliquer sur une autre vidéo, tu cliques sur like, ça coûte rien, genre clique sur like, hop, et tu t'en vas. Ça coûte vraiment que dalle, et merci à toi d'être resté jusque là, franchement ça fait trop plaisir. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner, super important. Et puis voilà, on se retrouve de toute façon dimanche pour une prochaine vidéo, donc vidéo tous les mercredis et tous les dimanches à 19 h. Je vous présenterai plus de trucs sur le matos vidéo, etc. Jetez un lien dans la bio parce que vous avez du coup tout le matos qui est listé. Vous avez aussi mes programmes qui sont vraiment pas chers et qui sont, je pense, les meilleurs du marché actuel. Pour être tout à fait honnête, je ne me survends même pas, je vous le dis clairement, c'est ce que je pense. Et vous avez aussi mon code Clément B sur MyProtein. Merci à eux de me soutenir, ça fait trop plaisir. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!